Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo lore. Cette fois-ci, c'est le Codex Adeptus Mechanicus de la V10. Je ne sais pas de combienième version c'est, parce qu'il y avait eu le Culte Mechanicus, les Skitarii. D'abord le Skitarii, je crois, après le Culte Mechanicus. Après, ils avaient fusionné. Et je crois qu'après, du coup, c'est peut-être le troisième, après cette fusion. En tout cas, comme d'habitude, on va regarder le lore de ce codex, voir tout ce qui évolue, tout ce qui change. Ce qui va changer aussi, c'est la présentation. Là, je vais vous faire une présentation comme je faisais aussi à une époque. Vous me direz si vous préférez celle, par exemple, du codex Necron. Je vous remets le lien ici. Hein, si vous ne l'avez pas vu, franchement, c'est une super vidéo, donc allez la voir avec plaisir. Et puis, vous me direz à la fin si vous préférez la présentation comme je l'ai fait avec le codex Necron, ou si vous préférez la présentation comme je le fais pour le codex Mechanicus. Alors on commence avec cette petite image, belle photo d'ailleurs, hein, belle réalisation. Je vous montre combien il y a de temps de passer avec pour mettre toutes les figurines, faire les prises de vue. Mais c'est vrai que c'est une table qu'ils avaient montré déjà où on a l'eau comme ça qui vient sur ces piliers. Je trouve que ça rend vraiment bien, c'est sympathique. Et puis c'est les forces du Mechanicus. Alors là, je pense quand même qu'ils vont gagner, hein, parce que là, il y a 5 Terminators du Chaos, un Technomancien, peut-être comme ça, ou un Tech Marine chaotique qui fait le Marl, et puis 5 pauvres Space Marines. Bon là je pense qu'ils vont se faire complètement atomiser. À noter quand même que vous avez Belisarius School qui est en train de s'enfuir, vous voyez dans le sens dans lequel il va, en fait il est en train de s'enfuir par rapport aux Terminators qui viennent le choper par derrière comme ça. Après bien sûr cette figurine comme elle est orientée dans un sens, sinon il fallait inverser complètement le diorama. Alors on commence histoire de se mettre dans l'ambiance avec une petite histoire. On a la lieutenante Shenarakis qui vient porter en fait une missive au culte Mechanicus. Donc en fait, on est sur une planète, sans doute un monde forge, et en tout cas, cette zone est en guerre, et puis elle est chargée de porter directement la demande de réquisition de force pour l'effort impérial, pour l'effort de guerre, étant donné qu'il y a un pacte entre l'Adeptus Mechanicus et l'Imperium, même si, évidemment, l'Imperium, c'est différentes choses, et le Mechanicus fait partie de l'Imperium, mais il y a vraiment cette notion de, ils sont plus alliés et interdépendants, donc c'est quelque chose qu'on va revoir un petit peu après, mais en tout cas, voilà. Donc, elle vient porter cette missive. Alors voilà, on imagine que les réseaux de communication ne peuvent pas faire cette chose-là, ou alors tout simplement, il y a cette requête, ou cette, comment on va dire, cette façon de faire, hein, on doit envoyer un émissaire, plutôt qu'envoyer simplement des datas. Donc, elle arrive, elle va se présenter, en fait, dans le bunker du Mechanicus, et puis, alors c'est un endroit qui est très aride, très difficile pour elle, beaucoup de rouille, beaucoup de produits chimiques, donc elle, comme c'est simplement une humaine, elle a du mal à respirer, mais bon, elle arrive quand même devant le Magos, donc elle commence à retranscrire le message. Magos, on va pas perdre de temps, donne-moi directement ta tablette. Il se connecte directement à elle et hop, voilà, comme ça il a transmis toutes les informations. Alors on nous décrit un petit peu le Magos, c'est tout simplement une sorte d'araignée d'où pendouille des restes humains. Donc l'araignée est complètement mécanique évidemment, et puis tout ce qui pendouille, voilà, c'est ce qui reste en fait de la partie humaine en fait du Magos avant qu'il fasse justement cette ascension mécanique. Voilà, c'est pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et puis, simplement, il répond, voilà, l'acceptation de cette requête a été transmise. Voilà. Donc elle se dit, très bien, je vais aller reporter le message. Non, pas besoin, le message a déjà été porté. Et puis, c'est tout, il s'en va. Et en fait, là, vous avez deux machines qui arrivent et tout simplement ils attrapent en fait la lieutenante, et puis ils l'attrapent directement, pouf, pour l'emmener au loin dans le noir. Et ce qu'on imagine, c'est tout simplement qu'elle aussi va se faire transformer. Alors, est-ce que c'était une offrande? C'est assez étrange, hein. J'avoue que la fin, je suis resté pensif en me disant, mais c'est quoi l'idée en fait? C'est pourquoi le colonel enverrait une lieutenante pour simplement la sacrifier, faire une offrande comme ça au culte Mechanicus? C'est assez étonnant, je vois pas vraiment l'idée. En tout cas, elle ne s'y attendait pas, parce que le seigneur colonel entendra parler, et puis après, voilà, elle se fait simplement attraper par les machines, et puis voilà,
on sait qu'elle va devenir sans doute une machine, qu'un jour elle sera aussi elle-même décérébrée. Alors est-ce que c'était une punition ou pas? Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette fin-là était assez étrange, parce que qu'un fidèle serviteur de l'empereur, imagine qu'elle fait quand même bien son travail, soit sacrifiée comme ça, c'est assez étonnant. Parce que ce qu'on sait, c'est que bien sûr, si vous ne faites pas les bonnes choses, le Mechanicus va vous punir. Donc il y a ce côté théologique, on va le voir juste après. Mais bon voilà, ils auraient pu peut-être nous dire oui, en punition, elle est envoyée, vous voyez, un truc comme ça. Mais là, le fait qu'il la consomme comme ça directement, j'avoue que ça m'a surpris. Donc, disciple du dieu machine, voilà, ça nous redonne le côté théologique des choses, c'est-à-dire que malgré toute la logique, malgré toute la technologie, eh bien, le culte Mechanicus est un culte qui honore la machine. Alors, c'est tripartite, c'est-à-dire qu'il y a le dieu machine dans sa globalité, donc c'est-à-dire vraiment l'essence même des machines, l'omnimésie c'est l'empereur, hein, l'empereur il a cette dualité, soit c'est l'empereur pour les humains, ou pour le culte Mechanicus, c'est l'omnimésie, celui qui est l'incarnation vivant du dieu machine. Et ensuite, il y a la force motrice. La force motrice, un peu l'éclair, l'énergie, l'électricité, c'est ce qui permet en fait aux choses d'agir et d'exister de par justement cette force motrice. Après on nous le dit, hein, les protocoles verbaux ont dégénéré en chants murmurés, les théorèmes rigoureux en doctrine religieuse et la révolution technologique en inertie abrutissante. Et s'il aspire à la pureté de la machine, l'Adeptus Mechanicus conserve toute la ferveur et la foi et l'ambition obsessionnelle de l'humanité. Voilà, donc on a tous les travers qui ne sont pas enlevés avec ce qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai que ça a toujours été une sorte de croyance à notre époque, ou même un petit peu avant, le fait de se dire que la technologie nous éloigne au fur et à mesure de Dieu, hein, actuellement, et au final, là, c'est au contraire, ça se rejoint en fait, c'est plus il y a de technologie, plus on va déifier cette technologie, comme on ne la comprend pas, et bien, du coup, il y a cet aspect un peu divin des choses, et ça, c'est vraiment mis en exergue avec l'Adeptus Mechanicus, et au final, je trouve que c'est un ressort scénaristique qui est vraiment très puissant, parce que à l'inverse par exemple des Tau, vous voyez, qui ont du mal à croire à l'existence du warp ou de quelque chose qui irait au-delà de la matière et sont hyper technologiques. Là on a les disciples du dieu machine qui eux eh bien, ne comprennent pas vraiment pourquoi ils font les choses, mais tout est une occasion en fait pour louer le dieu machine, ne serait-ce que changer une pile, vous voyez, on imagine bien, ou faire une vidange ou ce genre de choses, ça doit être fait avec extrêmement de précautions et avec toutes les mesures nécessaires, même si ce n'est pas nécessaire, parce qu'il ne faut surtout pas offusquer le dieu machine tel que le pense l'humanité. Donc voilà. On va expliquer donc que le culte Mechanicus est le détenteur du savoir, parce que au 41e millénaire, eh bien, alors, bon, ça a toujours été le côté narratif qui, moi, me gêne un petit peu. Il n'est pas censé y avoir de création ou de recherche technologique. Il n'y a plus de scientifiques tels qu'on pourrait imaginer qui seraient en train de réfléchir à comment améliorer les choses. On a juste un culte avec des prêtres, et ces prêtres, ils ont une façon de procéder, une procédure tout simplement, et cette façon de faire ne doit pas être modifiée aucunement, donc on ne peut pas améliorer les choses. Et à l'inverse, au fur et à mesure du temps, eh bien, certaines cérémonies peuvent tomber dans l'oubli, certains savoirs être complètement oubliés, et la compréhension naturelle qu'on pourrait avoir eh bien, du fonctionnement des machines, c'est complètement perdu dans cette déification du fonctionnement des choses. Et eh bien, eux, ce sont les détenteurs en fait de ce savoir. Alors, au-delà de ça, c'est une théorie qui est quand même vraiment très très intéressante, c'est que on se dit qu'avec un âge peut-être de ténèbres, un âge dans lequel eh bien, la connaissance est perdue, le fait de transformer ça en culte religieux et puis de ressasser sans cesse les mêmes procédures, au final, c'est une très bonne façon de maintenir le savoir, parce que il va y avoir ce côté divin, et on sait que l'humain il peut tomber vraiment dans cette obsession de la divinité des choses, et transmettre les informations technologiques, au pire, ils ne les comprennent pas, mais au moins ils vont savoir faire fonctionner leur chaudière ou leur machine, eh bien, c'est quelque chose qui paraît complètement réel et complètement crédible, en fait, hein, dans une galaxie comme ça. Donc ça, je trouve que c'est une force, en fait, de ce lore, en fait, au niveau du culte Mechanicus, et qui est vraiment mis en avant ici, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce côté, voilà, ils ne savent pas comment faire, mais voilà, il faut une petite prière avant de changer la pile, avant d'appuyer sur un bouton. Alors, bien sûr, tout ça,
hein, c'est mis de côté avec tous les, on va dire, les hauts dignitaires du culte Mechanicus. On pense bien évidemment à Belisarius Cawl qui simplement pond des nouveaux primaris. Ouais, pond, je sais pas le terme un petit peu péjoratif, mais vous voyez, quand on est habitué à ce côté-là, le fait que tout d'un coup, il y en ait un qui soit en mode, allez, je vais... Alors, on a toujours eu ce côté où eh bien, ceux qui sont tout en haut font des recherches, malgré tout, parce qu'ils sont en recherche de connaissances. Alors, normalement, c'est un peu des archivistes, c'est-à-dire que leur but, c'est de retrouver les schémas de construction standardisés, c'est-à-dire, typiquement, une notice pour construire quelque chose, mais sortis de là, ils ne sont pas censés créer de nouveautés, d'accord? Donc, ils ne peuvent pas inventer de nouvelles armes. Et ben voilà, on se rend compte au fur et à mesure que il y en a toujours pour inventer des nouvelles machines, faire des tests et des recherches, etc. Donc ça a toujours été un petit peu ambigu et voilà, c'est là où le lore se mord un petit peu la queue, c'est que voilà, on veut mettre des choses en avant, on veut sortir une nouvelle unité, on veut arriver à transformer tous les Space Marines en Primaris pour les rendre plus jolis. Et ben on va dire que oui, simplement il y en a un qui fait des recherches, oui, mais normalement on n'est pas censé faire des recherches. Et modifier le fonctionnement d'une machine, c'est un crime divin. L'Adeptus Mechanicus est là pour punir tous ceux qui modifieraient le fonctionnement d'une machine. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez, je ne sais pas, votre clim, votre frigo, le four, si ça existe encore, vous voulez le bricoler ou le réparer, vous n'avez pas le droit. Parce que c'est interdit. La machine est sacrée, il n'y a que les membres de l'Adeptus Mechanicus qui ont le droit, l'exclusivité du droit de manipuler la machine. Voilà. Donc bien sûr, là aussi, on arrive aux limites, hein, où vous avez un fusil laser, ils sont enrayés. Est-ce que du coup, c'est considéré comme toucher à la machine, à l'esprit de la machine, ou est-ce que ça passe? Vous voyez, c'est là où, bon, c'est toujours un petit peu, faut jongler avec les choses. Alors dans ce dessin, on voit, hein, ce sont des serviteurs lobotomisés, c'est-à-dire ceux qui ont transgressé la divine loi, qui ont porté atteinte à la machine. Et bien simplement, ils sont lobotomisés et utilisés tout simplement comme réceptacle d'esprit de la machine pour faire des tâches ingrates, répétitives, jusqu'à la fin de leur vie, et voire prolonger leur vie autant que faire se peut pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches. Après, on a dans le fond ce dessin, là on a cette forme, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est ça tout l'attrait en fait du culte Mechanicus, c'est qu'on peut totalement imaginer qu'il y a beaucoup de machines. Vous voyez ici, on a l'impression, je devine un peu comme une sorte de tank comme ça, là vous voyez, avec un canon sur le dessus, une sorte de coupole, des pattes peut-être ici, une machine comme ça. Donc on peut imaginer tout un tas de choses qui ne sont pas encore révélées et qui pourraient voilà, ressurgir. Après, je trouve qu'en termes de look, c'est peut-être la faction la plus dérangeante, parce que c'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire du mécanique, mais on pourrait faire du mécanique, comment dire, beau, agréable, vous voyez, un peu comme ce qu'on va trouver un peu chez les Space Marines, c'est-à-dire des parties voilà, qui sont remplacées, qui sont, même si elles sont cybernétiques, elles ont un côté élégant. Alors que là, au contraire, on veut montrer vraiment la machine, les pistons, et on a vraiment des excroissances, des choses pointues, des crânes, et je trouve que voilà, il y a ce côté malsain, et je pense que c'est sans doute la faction la plus... Enfin, si vous les rencontriez dans la rue, je pense que ça fait même plus flipper qu'un démon. Ouais, faut voir quel démon en plus, mais je pense que c'est même encore plus flippant que le côté démoniaque. Alors là, on va parler un petit peu de l'organisation. Alors ce qui est amusant de voir, c'est qu'il n'y a que de la méritocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lignage, donc les enfants de technoprêtres ne sont pas, je vais dire technopères, ne sont pas des technoprêtres eux aussi. D'ailleurs, là, on peut encore se poser la question. Je me demande, c'est intéressant en fait à chaque fois d'aller sur le côté reproduction. Est-ce qu'il y a cette notion de reproduction qui est maintenue ou pas, étant donné que c'est un besoin de la chair, encore une fois, et que la chair est faible. L'idéal du culte Mechanicus, c'est de remplacer le plus possible des parties humaines, biologiques, par du métal, des mécanismes. Alors, c'est un petit peu quand même, comment dire, c'est un petit peu limité parce que, en fait, quoi qu'il arrive, ils peuvent remplacer énormément de leurs parties fonctionnelles, sauf le cerveau. Et cette notion-là, elle donne une limite, en fait, aux choses. Pourquoi? Parce que certains technoprêtres ne veulent plus rien avoir à faire avec les émotions humaines, c'est-à-dire qu'ils vont remplacer leur faciès, hein, qui est vraiment le miroir, en fait, des émotions, pour le remplacer par des appendices mécaniques qui ne vont pas transmettre d'informations, mais malgré tout, ne peuvent pas se séparer de leur cerveau, et même s'ils vont jusqu'à se couper la tête, ils ne peuvent pas fonctionner sur le cerveau, donc le cerveau est mis autre part. Je me demande même
Pourquoi on ne peut pas aller jusqu'à remplacer le cerveau? Pourquoi il y a cette limite? Alors, c'est pour ne pas en faire que des êtres mécaniques, mais au final, c'est quand même un peu hypocrite de leur part de dire la chair est faible, sachant qu'ils ne sont pas capables de recréer quelque chose qui fonctionne aussi bien que le cerveau qui est tout bonnement biologique. Voilà. Donc c'est voilà, c'est la petite un petit peu hypocrisie. Après, je pense que voilà, l'idée c'est de les rattacher quand même à l'humanité, parce que si c'était simplement des machines, un peu comme les Nécrons, eh bien certains m'ont posé la question, qu'est-ce qu'il va y avoir des relations entre les Nécrons, le culte Mechanicus? Forcément, tant qu'il y a cette part humaine, aussi faible soit-elle, même s'il reste que le cerveau, eh bien ça reste en fait de l'humanité. Alors après, je pense quand même que tout ce qui est émotion, comme le pouvoir justement, ou la faim, ou les pulsions reproductrices, ce genre de choses, est-ce que c'est encore là ou pas, sachant que c'est le résultat sans doute d'hormones, est-ce qu'ils peuvent contrôler ces hormones-là aussi? C'est sans doute probable. Maintenant, il n'y en a aucun qui a biaisé le côté pouvoir. Le côté pouvoir, c'est vraiment quelque chose qu'on a très présent, et plus ils vont s'élever en fait dans la hiérarchie, plus ils vont vouloir de pouvoir, et le savoir et le pouvoir, il faut le cacher, le garder, et non pas le transmettre à l'ensemble de la race humaine. Il n'y a pas du tout cette vocation-là de conduire l'humanité vers l'avancement, mais c'est plus, au contraire, accaparer un maximum de connaissances. Donc vous voyez, on nous dit bien que leur quête personnelle, s'ils le peuvent, s'ils ont cette liberté d'action, ça va être justement de retrouver les trésors perdus de l'humanité pour se rapprocher du côté divin. Donc on peut aussi imaginer qu'en fait il y a un objectif à atteindre, c'est l'objectif de le standard maximum de technologie que l'humanité avait, et qu'une fois qu'ils l'auront obtenu, ils auront la plénitude. Donc peut-être qu'on peut imaginer que... Mais ça n'a jamais été dit tel quel, mais vraiment ce côté, se transformer vraiment en machine, le transhumanisme au maximum, plus aucune partie biologique, mais après comment définir le côté humain. Mais on verra alors. On verra après, je pense que ça, on va pas en parler là, mais si vous avez vu la vidéo, allez, je vous remets le lien, c'est bien, allez voir le lien vers les vidéos, avec Belisarius Cole et l'IA, on voit qu'il y a déjà cette existence-là, il y a déjà une forme d'esprit copié de Belisarius Cole qui existe, donc peut-être qu'on a pu réussir enfin à s'affranchir de cette limite-là. Alors après, voilà, on nous donne un petit peu les différentes spécialités. Donc il y a ceux qui sont les généteurs, par exemple. Eux, c'est tous ceux qui vont s'occuper du côté biologique, c'est-à-dire comprendre le vivant. On peut imaginer un peu des sortes de médecins, et puis savoir justement comment remplacer les organes, ce genre de choses. Ceux qui sont basés sur la logique, donc c'est, on va dire, les mathématiciens, les statisticiens. Le but pour le culte Mechanicus, c'est de comprendre et qu'il n'y ait aucune part au hasard, et que le hasard soit réduit à une statistique quantifiable, et puis avec la théorie des grands nombres, ce genre de choses, et bien simplement on va la réduire, et puis se dire tout simplement, on va échafauder un plan basé sur ce qui devrait se passer, et si jamais l'option A, statistiquement, est la plus probable, c'est ce qu'on va essayer de faire. Si malheureusement ça ne se passe pas comme on avait prévu, si on l'a prévu, parce qu'on a le plan B, et le plan B, c'est dans le cas où la probabilité très faible est quand même résolue, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour présenter les différents personnages. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même de la nouveauté, vous voyez, ce genre de petites illustrations, je ne me rappelais pas l'avoir déjà vu, donc une nouvelle petite illustration. Est-ce que ça peut amener aussi à de nouvelles unités, dans un futur un petit peu... Alors, là, je suis obligé de vous reparler ça. Quand on voit cette couverture, cette couverture, moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, ça va être une nouvelle unité. Certains m'ont dit, mais non, c'est Belisarius Cole. Moi, je dis, mais bien sûr que non, que c'est pas Belisarius Cole. Ça ressemble pas du tout à Belisarius Cole. Par contre, on imagine une sorte de... simili Dreadnought, simili micro Imperline Knight, enfin je ne sais pas quoi, mais en tout cas une grosse machine, un technoprêtre ultra balèze. Est-ce que ce serait un personnage spécial? Est-ce que ce serait un type d'unité? Eh bien, on n'en a aucune idée, parce que dans ce nouveau codex, toujours pas de nouvelles de cette figurine. Et honnêtement, il n'y a pas d'autre codex dans lequel ils nous mettent autant en avant une figurine qui n'existe pas dans le jeu. Et ça, je me demande toujours pourquoi ils continuent à mettre en avant cette illustration, tout en sachant que ce personnage, qui est quand même assez emblématique, assez reconnaissable, n'existe pas, et qu'il n'y a aucune machine qui ressemble à ça. Donc là, j'avoue qu'on est dans un petit peu la compréhension. Alors quand même, bien sûr, avec l'évolution du lore, et typiquement les Kog'Maw, qui sont maintenant dans Warhammer 40 000, eh bien on va mettre quelques petites interactions. Alors c'est quand même assez frileux, malgré tout, mais là, on nous
parle la guerre du Chandrouille, donc tout simplement, il y a une zone très riche en minerais. Le culte Mechanicus décide de l'explorer pour tirer des ressources de ces rochers. Et puis, il rencontre des orques. Ils se disent, ah tiens, les orques sont sans doute au cœur de cette zone-là pour eux aussi faire la même chose. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a, comment ils s'appellent, les Transhypériens, je crois. Transhypériens, voilà, l'alliance transhypérienne des Kogna qui sont en train de se battre depuis des générations contre les orques. Et du coup, là, on a une guerre à 3 parties avec le culte Mechanicus, les renforts qui sont amenés par le culte Mechanicus, les Kogna qui se défendent, et puis les orques qui sont bien contents que tout ça se fight. Mais vous voyez, c'est la façon en fait d'intégrer un peu d'autres factions, mais enfin surtout les Kogna, parce que comme c'est la dernière sortie, on pourrait s'attendre à ce que maintenant il y ait beaucoup d'interactions. Surtout que je pense qu'entre le culte Mechanicus et les Kogna, il doit y avoir un lore, il y a vraiment moyen de faire des choses énormes. Pourquoi? Parce que les Kogna, on se rappelle, ils ont accès à l'ancienne technologie humaine. Et c'est exactement ce que recherche le culte Mechanicus. Donc, s'il n'y a pas de source d'interaction, là, je ne sais pas ce qu'il faut pour écrire des histoires. Hein. Donc les Skitarii, je vous en parlais au début. Au début, c'est vraiment la première interaction qu'on a eue dans Warhammer 40 000 avec le culte Mechanicus. C'était uniquement des Skitarii, c'est-à-dire les guerriers modifiés. Maintenant, on a bien sûr tout ce qui est culte Mechanicus. Là, bien sûr, c'est un ensemble. Mais là, on nous parle plus précisément des Skitarii. Donc, ce ne sont pas des serviteurs ou simplement des cohortes simplement cybernétiques. Ce sont des humains à la base qui sont élevés en cuve. Donc on nous dit qu'ils sont créés soit par clonage, soit par élevage intensif. Donc voilà. Et après, ils sont entraînés dès le plus jeune âge en fait à vénérer bien sûr la machine. On va retrouver aussi parfois des soldats qui ont déserté ou qui ont échoué dans leur mission. Donc, vous pouvez imaginer que la lieutenante avait ce petit passif-là. Et puis aussi des ouvriers simplement qui vivent depuis leur plus jeune âge dans un monde forge. Monde forge, en fait, c'est-à-dire c'est les planètes qui sont vraiment réservées au culte Mechanicus. Et eux aussi vénèrent en fait l'esprit de la machine. Et pour eux, c'est l'apothéose, tout simplement. Le jour où quelqu'un vient, prend leurs enfants peut-être, ou prend eux-mêmes pour les transformer en guerriers Skitarii, ils vont accéder à cette divinité en fait, à transformer en fait leur corps en une machine. Première chose qui va être faite, c'est souvent de remplacer leurs pieds, tous ont les pieds remplacés par des membres cybernétiques. Pourquoi? Parce que c'est en tradition. Les traditions, c'était que sur Mars, à l'époque, là où le culte Mechanicus a pris racine, a pris naissance plutôt, comme s'il y avait beaucoup de territoires à combler en marchant simplement, tout ce qui était prothèse venait remplacer simplement les pieds et les jambes, et cette tradition est restée, et tous les Skitarii vont avoir des membres mécaniques, mais on commence par les jambes qui deviennent des membres mécaniques. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on détaille un petit peu les différents personnages, hein. Donc typiquement, on va avoir ceux qui, avec leur radiation, viennent inonder les ennemis, donc leur corps est irradié, et donc au contact des adversaires, les adversaires vont sortir un petit peu plus faibles. On va nous parler des infiltrateurs, avec des membres encore plus augmentés pour être plus rapides, plus incisifs, qui parasitent les consciences des adversaires avec du bruit blanc. Typiquement, en fait, c'est le passage où on retrouve toutes les unités avec leurs particularités, et puis qui sont décrites de façon un petit peu fluffique. Voilà. On ne parle pas encore des véhicules, mais on a une belle image. Alors je reste dans cette image-là parce qu'elle va être sympa pour expliquer que les Skitarii, à la différence des serviteurs, eux, comme je vous disais, ne sont pas simplement lobotomisés et ont encore la possibilité d'agir. Et la possibilité d'agir, ça leur permet aussi de se distinguer et de gravir comme ça les échelons, et puis de devenir plus ou moins autonome sur un champ de bataille et de ne pas être simplement en attente d'ordre, mais de commander une cohorte ou un manipule, donc un ensemble en fait de forces de Skitarii pour les mener au combat et puis se distinguer comme ça en se rapprochant bien sûr de la volonté du dieu machine. Alors après, on a une belle illustration parce qu'on a du Titan Warlord, donc le Mechanicus, c'est celui qui va s'occuper de toutes les machines, hein, que ce soit la graffeuse ou le Titan Warlord, l'Aramili Star classe Fortress ou simplement votre frigo ou que sais-je. Toutes les machines en tout cas sont gérées par le culte Mechanicus. Et là, on va avoir une présentation un peu des différentes forces mécaniques, alors c'est-à-dire les véhicules. Honnêtement, en termes de lore, c'est pas très intéressant, c'est juste extrêmement
extrêmement technique, mais bon voilà, pour être technique, donc on va vous expliquer que le char Scorpius, eh bien en fait, il y a une désintégration d'un produit chimique qui est éjecté dessous sa membrane pour le faire flotter, voilà, une sorte d'aéroglisseur hein, tout simplement, dans les forces aériennes, voilà, l'onagre, alors le Nogre, les dune crawlers, eux par contre ils ont une fonction un peu symbolique parce que ce sont à l'origine des mules qui étaient utilisées sur Mars par simplement l'humanité. Dès qu'elle arrivait sur Mars, elle utilisait ces machines qui simplement marchaient, voilà, allant d'une base à une autre, et elles ont gardé cette fonction, et simplement elles ont été armées, parce qu'on est au 41e millénaire, tout simplement. Ce qui est assez intéressant, là où il y a un petit peu plus de lore et qui est un peu plus séduisant, c'est sur les électroprêtres. Alors je vous l'ai dit, la force motrice, c'est quelque chose qui prédomine au sein du culte Mechanicus, et on a les prêtres dédiés à son utilisation, mais malgré tout, il y a un schisme entre ceux qui considèrent qu'il faut répandre la force motrice et ceux qui, au contraire, considèrent que les ennemis ne sont pas dignes de cette force motrice et qu'au contraire, il faut l'accumuler, et le dieu machine est courroucé que sa force motrice soit justement répandue comme ça. Typiquement, on va avoir tous ceux qui vont aller électrocuter et balancer des éclairs d'énergie sur leur adversaire, et on a ceux qui, au contraire, avec leur bâton, viennent aspirer en fait toute l'énergie, enfin pas cinétique, mais l'énergie, la force motrice justement des adversaires, et ça a marché aussi bien sur le mécanique forcément parce qu'il n'y a plus d'énergie, plus d'électricité, et aussi sur le biologique parce que les systèmes nerveux et les organes ne sont plus fonctionnels. Legio Cybernetica, là on approche d'un truc moi qui me passionne, c'est l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle est interdite au 41e millénaire. Pourquoi? On en parle un petit peu ici dans l'esprit de la machine, c'est parce qu'à une époque, eh bien au Moyen-Âge technologique, alors Moyen-Âge ça sonne un petit peu vieillot, mais au contraire, dans Warhammer 40 000, le Moyen-Âge technologique, c'est plutôt l'époque où il y avait beaucoup de percées technologiques, et justement on faisait beaucoup de recherches, on avançait à grands pas, alors que là maintenant on est plutôt dans l'obscurantisme. Donc le principe, c'est qu'ils ont réussi à créer des vraies intelligences artificielles, mais que malheureusement, ils en ont perdu le contrôle, un petit peu comme dans toutes les séries de SF. Bon, il y a certaines séries quand même où l'IA n'est pas forcément, c'est pas retourné contre l'humanité, mais là, encore une fois, ça s'est retourné contre l'humanité. L'humanité était au bord de l'extinction, elle a réussi malgré tout à triompher, et depuis ce temps-là, l'intelligence artificielle a été bannie de toutes les créations. Alors, bien sûr, c'est pas parce qu'une loi existe qu'elle doit être, enfin, qu'elle va être respectée surtout, et on a eh bien des prêtres qui ont quand même créé des IA en pensant que peut-être ils pouvaient les contrôler. Alors il y avait plusieurs théories, hein. Certains ont essayé de les modeler avec une intelligence artificielle proche d'un animal de compagnie pour pouvoir justement les amadouer, mais ça n'a pas marché. Après, il y a ceux qui voyaient là une source de puissance et au contraire de chaos, et on a là les origines un peu du mécanicum noir. Donc on a pendant la guerre, pendant l'hérésie d'Horus, et bien Horus qui a protégé justement les prêtres qui essayaient, alors là c'est un moment encore pire, c'était de mélanger de l'intelligence artificielle avec des esprits démoniaques, et c'est ce qui a créé le mécanicum noir. Donc là on parle encore du mécanicum noir, on en parle de plus en plus. Mon pronostic, c'est que bientôt cette armée va revenir. Ça, c'est, enfin revenir, elle existe déjà un petit peu dans l'hérésie d'Horus, hein, donc il y a de quoi faire quand même, il y a déjà des figurines. Donc voilà, on va pousser un petit peu, et je pense qu'un jour on l'aura, alors j'allais dire officiellement, mais maintenant qu'il y a une fusion entre Forge World, Enfin, c'est compliqué, mais on va dire qu'on va avoir un jour peut-être un codex Adeptus Mechanicus Noirus. Et puis voilà, bon, moi je suis assez pour, hein, je pense que plus ça se diversifie, mieux c'est. Et donc là, on nous parle de ce qu'il en reste. Alors ce qui découle de ça, ce sont les robots Castellan. Alors les robots Castellan, ce sont des machines qui sont autonomes, hein, donc il n'y a pas de biologie à l'intérieur, ce sont vraiment uniquement des robots. Par contre, ils n'ont pas de libre capacité de penser, pas d'intelligence. Ce ne sont pas des intelligences artificielles, mais ils sont soumis à des programmes. Alors on nous explique un petit peu les programmes, simplement en fait des cartes. Alors par contre là il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que j'avais pas souvenir que c'était des cartes qui étaient mi-biologiques, mi-électronique. Et là, on nous dit qu'il y a ce côté-là, avec ce côté nécromécanisme. Donc, je n'ai pas entendu parler de ça. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette version-là. Pour moi, c'était juste des cartes
qu'on mettait en fait, alors tout simplement ils ont des fentes qui sont protégées par un blindage, on ouvre, et puis on met des vieilles cartes à puce, comme des grosses disquettes, ce genre de choses. Et là, il y a cette notion biologique qu'il n'y avait pas forcément avant. Voilà. Après, le descriptif, il est vraiment en rapport avec les règles. On va vous dire qu'ils ont des grilles de défense, qui peuvent renvoyer les tirs. Voilà, ça c'est juste mettre une couche de fluff sur les règles spéciales et sur les équipements. On vous dit que quand ils ont le protocole conquéreur, ils vont avancer plus vite vers l'adversaire avec leurs points, les casser au corps à corps. Voilà, si on remplace leurs points par des éclateurs à phosphore qui a le bon protocole, ils vont pouvoir tirer beaucoup. Voilà. Bon, honnêtement, ce lore-là, je ne trouve pas très intéressant parce que c'est juste que... alors, après, c'est sympa, mais c'est juste que expliquer en fait les règles, vous l'avez dans les règles. Là, on vous narre un petit peu le système des règles. Alors, le compilateur cybernétique, c'est le prêtre qui les suit justement et qui est là au combat pour changer les cartes magnétiques parce que le problème, c'est que sur les Castellan robots, si le protocole n'est pas changé, ils vont continuer inlassablement à faire la même action. Donc si on dit tu avances tu avances, ils vont avancer, quel que soit ce qu'il y a devant, un mur, un lac d'acide, on a l'exemple, ils vont avancer et ils vont continuer, puis voire s'autodétruire, mais ils n'ont pas de conscience, pas la conscience qu'ils peuvent justement créer plus de problèmes qu'ils ne résolvent, et c'est ce qui va se passer si, par exemple, un compilateur se retrouve tué sur le champ de bataille, il ne va pas pouvoir changer les cartes, et comme les cartes sont très rares, du coup les robots vont continuer à agir pendant plusieurs semaines, tant qu'ils ont de l'énergie. Alors, un passage qui est extrêmement intéressant, c'est l'axiome nullivar. Donc l'apparition soudaine d'un signal typique du culte Mechanicus provoque une effervescence aux abords de la Grande Faille. Non loin du cœur galactique, les rapports des premières flottes exploratoires qui atteignent cette région parlent de l'apparition miraculeuse dans l'espace réel d'une planète dont la signature énergétique indique qu'il s'agit d'un monde forge. Aucun événement similaire n'est connu et les signaux émis par ce monde utilisent un binaire archaïque. Donc bien sûr, après, toutes les flottes convergent, sans parler d'événements trésors d'un âge passé, des flottes xéno convergent discrètement de même. Toutefois, les maîtres de Nullivar ne sont pas morts et ont leur propre ambition forgée au cours de 10 millénaires d'exil. Là, on tient un truc. Là, on tient vraiment un truc. Je pense que ça, deux possibilités. Possibilité numéro 1, c'est une campagne qui va avoir lieu sur Nullivar, où on va avoir, c'est pour ça qu'ils mettent les xénos en plus, ce qui me paraît quand même le plus probable, une campagne Nullivar, donc avec des nouveaux décors peut-être, peut-être Kill Team Nullivar, quelque chose comme ça, c'est possible. Retenez ça, Kill Team Nullivar, si ça apparaît dans 2-3 ans, jetez dessus. Ce qui peut aussi être quelque chose de très intéressant, c'est qu'on nous dit que ces maîtres qui ne sont pas morts ont leur propre ambition. Là aussi, là c'est la deuxième possibilité, c'est que ça va être la nouvelle armée. Alors, est-ce qu'il s'agit du Mechanicum noir et qui sont passés du chaos, aux côtés du chaos, et donc du coup, on va avoir là toute une flopée de véhicules, de figurines, une nouvelle armée, voilà, qui sera basée sur Nullivar. Ou alors, autre chose, alors on est plus dans ce qui me paraît le moins possible, le moins hypothétique, enfin le moins probable, mais peut-être une armée basée sur l'IA, parce qu'en fait, ce monde forge a disparu avant la Grande Croisade. On peut imaginer que pendant 10 millénaires d'exil, ils se sont dit, allez, on va jouer avec l'IA. En plus, vous voyez, c'est positionné juste après. Là, on a l'IA, donc en fait, il y a quand même une logique dans la construction des codex. Là, on vous fait penser à l'IA, puis après, on vous dit, ah, ils ont fait leur propre plan. Ah oui, peut-être qu'il y a un lien, justement. Peut-être qu'il y a un petit lien. Donc ça, honnêtement, pour moi, c'est le truc le plus excitant du codex, parce que c'est là où il y a des choses à gratter, donc il y a plusieurs hypothèses, c'est pareil, vous donnez-moi votre hypothèse en commentaire, qu'est-ce que vous pensez qui aura lieu, et puis si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, si on est en 2027, un truc comme ça, là vous devez bien rigoler et dire bah oui, on savait, ah oui bien sûr que c'est ça, mais du coup ça me paraît vraiment hyper croustillant. Voilà, on en reste là pour cette première partie. Comme la vidéo était assez longue, je me suis dit au final, ça va passer un petit peu mieux en 2 parties. Puis moi, ça me permet, je vous l'avoue, de prendre un petit peu de vacances, d'être un peu avec la famille la semaine prochaine, profiter de Noël. Donc, vous avez la semaine prochaine la deuxième partie sur Mechanicus. Par contre, le bonus, c'est si vous me suivez sur Tipeee, ça peut être aussi l'occasion de vous donner envie, vous avez directement la vidéo en entier, sans publicité, et puis en version aussi podcast. Ça peut être assez intéressant, vous la trouvez directement en podcast YouTube. Et puis, ça permet aussi, encore une fois, de soutenir mon travail. Si vous passez un bon moment avec moi, c'est une façon aussi de dire merci et de dire vas-y, continue, on compte sur toi. Voilà. En tout cas, joyeuses fêtes à vous, profitez bien de Noël et puis on se retrouve à la semaine prochaine, bientôt. Salut à tous.